petit technique, mais qui sera vite réglé. Je rappelle que c'est Soro Félicité qui estampille la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, bien sûr, avec notre invité, comme l'a dit à l'instant Nessie, on va parler d'immunité. C'est quoi une immunité? Combien de types d'immunité nous avons? Alors, comment ça se passe? Tout ça, on va en discuter avec notre spécialiste. Un thème d'actualité. Bien, on va vraiment être dans les conditions de toutes les thématiques. On va pouvoir lancer l'élément maintenant et on revient juste après pour la discussion. On y va. Pour moi, l'immunité, c'est un droit dont dispose un haut cadre de tout pays. Pour être plus précis, un des membres du gouvernement d'un pays. L'immunité, pour moi, c'est une disqualification sur le plan, sur plusieurs plans, mais sur le plan juridique, en tout cas, on en parle beaucoup, l'immunité. Pour moi, l'immunité, c'est une sorte de couverture, de protection qu'une personne bénéficie. Pour moi, l'immunité, c'est un privilège qu'a accordé à une catégorie de personnes. Les immunités dans le sens du droit, un avantage accordé à certaines personnes qui les protègent de toute action judiciaire. C'est ainsi qu'on a des immunités. Pour l'immunité diplomatique, par exemple, il s'agit d'une règle internationale et réciproque qui empêche toute poursuite judiciaire concernant le représentant d'un État étranger. L'inviolabilité parlementaire est un privilège de procédure qui interdit à la police d'arrêter un élu et de le mettre en garde à vue ou à la justice de le placer en détention ou sous contrôle judiciaire. Une protection qui a tout de même ses limites. Il existe aussi l'immunité familiale qui vise entre autres les infractions telles que le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance lorsqu'elles sont commises par un ascendant, un descendant ou le conjoint au préjudice des personnes citées. Autrement dit, si votre enfant se sert de votre carte de crédit pour commander un produit sur Internet, inutile de porter plainte car il bénéficie de l'immunité familiale. Des protections difficiles à comprendre. C'est vrai qu'il dispose d'une immunité, mais lorsque le cas est grave, cette immunité-là peut être levée par l'Assemblée nationale. Voilà, et pour moi, ce n'est pas normal qu'un député puisse porter main à une personne. Pour moi, en tout cas, c'est tellement juste que certaines personnalités peuvent jouir de cette immunité-là. Parce qu'une personne, par exemple, qui a été élue, qui jouit d'une législation, qui a été élue, ne peut pas, en tout cas, aller directement en prison ou essayer d'être calomnié devant la justice. On ne peut pas permettre à d'autres d'être immunisés quand d'avoir une immunité et d'autres de ne pas profiter de cette immunité. C'est un peu comme une sorte de discrimination. Ça peut engendrer aussi de la rancœur, ça peut engendrer aussi une discrimination surtout. Et puis ça peut emmener les uns à avoir une mauvaise image des autres. Ce n'est pas normal qu'une partie de la population bénéficie de cela et que l'autre partie n'en bénéficie pas. C'est en quelque sorte un griffe de l'injustice. L'immunité est un droit qui déroge à la loi ordinaire. Il s'analyse comme un privilège, ce qui conduit de nombreuses personnes à penser que c'est un conflit entre l'immunité et l'impunité. Immunité et impunité, ce sont des choses différentes. Hein. On a entendu immuniser même dans le reportage. Ouais, beaucoup de choses, on a beaucoup de définitions, chacun y va de sa définition, mais on a quelqu'un habilité à nous donner la bonne définition. Maître Kiobian connaît, qu'appelle-t-on immunité? Merci, bonjour. Bonjour. Les immunités peuvent être définies comme des obstacles interdisant aux juges de poursuivre certaines personnes en raison de leur situation familiale ou sociale. Ah. En réalité, ce sont des obstacles à l'action judiciaire. C'est un, s'il faut dire pour le commun des mortels, c'est un bouclier qui protège une certaine catégorie de personnes et qui empêche des poursuites à leur égard. D'accord. Alors, combien de types d'immunité distingue-t-on? En matière d'immunité, tout le monde pense que c'est seulement l'immunité du député. C'est vrai, il y a l'immunité du député. Mais en réalité, pour le juriste averti, il vous dira qu'il y a deux types d'immunité. Nous avons les immunités de juridiction, dont on parle très souvent, j'ai vu dans l'élément filmé. Ce sont des immunités, c'est une protection, c'est une immunité de juridiction.
Mais il y a aussi ce qu'on appelle les immunités d'exécution. L'immunité d'exécution qui empêche qu'une décision rendue ne puisse être exécutée à l'égard d'une certaine catégorie de personnes. Et donc l'immunité de juridiction empêche la poursuite. L'immunité d'exécution empêche l'exécution de la décision. Donc il y a des personnes qui peuvent être condamnées, mais contre qui on ne peut pas faire d'exécution forcée. Et lorsque vous rentrez dans dans des considérations plus juridiquement approfondies, vous verrez que en général, les immunités de juridiction, ce sont des immunités qui font obstacle à l'action pénale. Et les immunités d'exécution, ce sont des immunités qui font obstacle à l'exercice d'une action civile. C'est-à-dire, par exemple, la saisie de biens, la saisie du matériel, la saisie de sommes d'argent. C'est l'exécution qui est faite par un officier public, c'est-à-dire un huissier encadré de la force publique. Il y a des personnes contre qui on ne peut pas faire cette exécution, bien qu'elles puissent être objet d'une décision rendue. Et qui sont ces personnes-là? Qui peut bénéficier de l'immunité? Bon, poser la question de savoir qui peut bénéficier de l'immunité. Bon, on va prendre toutes les immunités en même temps. Pour les immunités d'exécution, il faut dire qu'il n'y a pas un texte spécial en Côte d'Ivoire où on verra seulement les immunités. Les questions d'immunité sont traitées de façon éparse. Nous avons le code pénal qui traite des immunités de juridiction en matière pénale pour deux catégories de personnes. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'infractions qui ne peuvent pas être retenues lorsqu'elle est commise entre des types de personnes. C'est-à-dire, le principe, c'est que dans une famille, il faut une cohésion, il faut une quiétude. C'est pourquoi l'article 106 du Code pénal a visé un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas, à l'égard de qui on ne peut pas entreprendre d'actions judiciaires pénales. C'est par exemple les personnes, les liens qu'il y a entre les personnes, les ascendants et les descendants, c'est-à-dire entre père et fils, entre enfants, grands-parents, ou bien entre alliés. C'est-à-dire, vous avez une épouse, entre vous, il ne peut pas avoir de poursuite pénale pour certains types d'infractions, c'est-à-dire les infractions sur les biens. Prenons les infractions. Quand on dit infraction sur les biens, il faut entendre par là le vol, ça c'est une infraction qui porte sur les biens, l'abus de confiance, l'escroquerie. On ne peut pas accuser son conjoint ou sa conjointe de vol. Non, on ne peut même pas, on peut pas l'accuser, on ne peut pas faire d'action judiciaire à son encontre. Le conjoint ne peut pas faire l'objet d'une poursuite pénale par l'autre conjoint, parce qu'il faut dire que le droit ne distingue pas, que ce soit femme ou homme, on dit tout simplement conjoint. Un conjoint ne peut pas entreprendre d'action contre l'autre pour une infraction portant sur les biens. C'est bien déterminé. C'est bien déterminé, oui. Infraction sur les biens, c'est le vol, abus de confiance, escroquerie. Un papa ne peut pas entreprendre d'action contre son fils, ni le fils contre son père. Ou bien un papa ne peut pas entreprendre d'action contre son grand-père. Un enfant ne peut pas d'action contre son grand-père, ni le grand-père contre son fils. Ou bien encore, les enfants du conjoint. Si aujourd'hui quelqu'un se marie, qu'il a eu des enfants d'un premier lit, son conjoint actuel ne peut pas entreprendre d'action contre les enfants qu'il a eu de ce premier lit-là, à partir du moment où il s'agit d'une infraction sur les biens. Et aussi, il y a la classification est tellement complexe que le cadre de cette émission ne nous permet pas de tout dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre familial, ce qui peut... vous savez que les actions judiciaires peuvent, comme trivialement, couper le lien familial. Donc, lorsque des personnes se retrouveront devant un juge entre cousins, ou bien, bon, quand je dis cousins, c'est-à-dire entre enfants et papa le mari de leur maman, ou bien entre les enfants et la femme de leur papa, vous voyez que déjà la cohésion familiale n'est plus au rendez-vous. En ce moment-là, la loi, pour protéger la quiétude familiale, a institué ce qu'on a appelé l'immunité familiale. À côté de cette immunité, toujours dans le code pénal, on a l'immunité diplomatique. L'immunité diplomatique, le principe, c'est que toute personne qui est en qualité de diplomate jouit d'une immunité totale dans le pays où la personne exerce ses fonctions. Mais il y a une distinction à faire. L'Ivoirien qui travaille dans une ambassade en Côte d'Ivoire, même si c'est une ambassade étrangère, il ne peut pas jouir de son statut diplomatique. On ne peut pas être diplomate jouissant d'une immunité dans son pays.
Ce n'est pas possible. Donc l'immunité s'arrête là. Ça, le principe, c'est que l'immunité diplomatique est totale. Elle protège le personnel diplomatique. L'exception, c'est que le diplomate ivoirien en Côte d'Ivoire, qui travaille en Côte d'Ivoire, n'a pas cette immunité. Quand vous dites protège, protège comment? Au niveau du bagage, au niveau de la personne? Non, au niveau des poursuites pénales. C'est le code pénal qui institue. Oui. Dans le code pénal, c'est contre les poursuites pénales. C'est ce que le texte dit. Et concrètement, ça se décline comment? Bon, un ambassadeur ne peut pas être poursuivi. On ne peut pas traiter un ambassadeur devant un tribunal pénal. Mais il y a des cas où on se demande, par exemple, prenons une représentation diplomatique qui conclut un contrat civil, un contrat de travail, et après qui fait un licenciement. Ou bien qui a saisi le tribunal pour faire constater un fait, ou bien pour se rendre, pour que justice lui soit rendue. Mais à partir du moment où cette institution saisit le tribunal, cette institution se met dans la situation où son immunité va être entamée. Parce que si elle se permet de poursuivre, il faut qu'elle soit prête à se défendre. Mais là, ce n'est pas en matière pénale, c'est en matière civile. Mais seulement, on y reviendra. Lorsque vous aurez obtenu une décision contre cette institution, vous ne pourrez pas l'exécuter comme si c'était une personne privée. Mais pourquoi obtenir une décision judiciaire si on ne peut pas l'exécuter? Mais c'est la subtilité de la loi. C'est comme l'État, par exemple. L'État, vous avez une décision contre l'État. C'est une exécution volontaire qu'il faut attendre de l'État. Vous ne pouvez pas saisir les biens de l'État, vous ne pouvez pas saisir les comptes de l'État, vous ne pouvez pas saisir au trésor public. C'est comme la BCEAO, vous ne pouvez pas saisir les biens de la BCEAO ici. Vous ne pouvez pas saisir les biens d'une représentation diplomatique. Vous ne pouvez pas, c'est une immunité. Vous ne pouvez pas saisir les biens d'un établissement public national, établissement public à caractère industriel ou commercial ou bien établissement public administratif. Ce sont des protections qui sont faites. Imaginez-vous que pour vous qui avez une créance personnelle, on se rend compte que votre créance risque de porter atteinte à la paye des fonctionnaires parce que la créance est énorme. Or, vous connaissez l'adage, il faut qu'un seul meure pour que le peuple vive. Donc, on sacrifie l'intérêt personnel pour les intérêts collectifs. Donc, on ne peut pas permettre que... Imaginez-vous si le trésor public ivoirien, tous les matins, on doit avoir des huissiers venir se pointer avec la police pour nous sont venus faire une saisie sur les comptes. L'État ne pourra pas, de façon tranquille, de façon sans difficulté, faire face à ses engagements financiers. Donc, c'est pourquoi on protège l'État. L'État a besoin d'une certaine sérénité pour faire face à ses engagements. Mais l'immunité est-elle absolue? Mais l'immunité d'exécution, elle est absolue. Il faut que l'État se décide à vous payer. Aujourd'hui, si vous faites un contrat pour l'État et que l'État ne vous paye pas, qu'il ne vous paye pas, je veux dire, vous avez une décision de condamnation contre l'État. Ce n'est pas interdit, vous pouvez poursuivre l'État et gagner. Mais pour l'exécution, vous êtes obligé d'attendre que l'État s'exécute volontairement. Maître Koné Kinyobien, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui. Vous voulez terminer? Oui, concernant les immunités. Il nous reste une douzaine de minutes. Donc oui, après les immunités diplomatiques, on a les immunités parlementaires. Non, justement, j'allais en venir. Ah, nous sommes en Côte d'Ivoire. L'actualité a été marquée il y a quelques semaines donc, par un acte. Bon, voilà, c'est un dossier qui est en cours, on va dire ça comme ça. Nous sommes loin du dossier. Tout ce qu'on a comme information donc, provient, on l'a dit tout à l'heure, de la presse. Il y a eu un incident à Abidjan entre un député et un agent de force de l'ordre. Alors, justement, c'est un député, cas concret. Parlez-nous de l'immunité parlementaire. Bon, l'immunité parlementaire, elle se décline sous deux formes. Il y a l'immunité parlementaire totale. L'immunité parlementaire totale est instituée par l'article 91 de la Constitution, la toute dernière Constitution, qui dit qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. C'est une immunité dans l'exercice de ses fonctions. Oui, ça c'est très important. Député, oui. C'est comme l'immunité des avocats lors de prise de parole dans le prétoire. L'avocat jouit de l'immunité de parole et de l'immunité d'écrit dans l'exercice de ses fonctions. Et ça, c'est une immunité totale. À côté de cette immunité, l'article 92 établit une autre immunité qui vous dit qu'aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf cas de flagrant délit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être poursuivi. C'est une immunité, mais elle n'est pas totale. En cas d'infraction flagrante, mais qualifiée de délit, c'est-à-dire c'est une infraction criminelle flagrante, en ce moment-là, il faut attendre l'autorisation. Mais il faut que l'infraction soit d'abord flagrante et qu'elle soit qualifiée délit. En ce moment, l'immunité ne joue pas. C'est comme on vous dira encore, le dernier alinéa vous dira, aucun membre du Parlement ne peut, hors des sessions, vous avez vu que la première fois, c'est au cours des sessions. Dans la seconde déclinaison de cet article, où l'immunité n'est pas totale,
On vous dit aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, c'est-à-dire on est en dehors des sessions, il faut des poursuites autorisées, c'est-à-dire les poursuites peuvent être autorisées par le Parlement, il peut y avoir ou bien le cas de flagrant délit, ou bien de condamnation définitive. Pour vous dire qu'il y a l'immunité parlementaire, mais cette immunité, que ce soit pendant les sessions ou hors des sessions, tombe lorsqu'il y a infraction flagrante qualifiée délit. Mais maintenant, en dehors des sessions encore, il y a des poursuites autorisées et puis il y a des condamnations définitives. À côté de tout cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir particulier pour lever une immunité? C'est l'Assemblée nationale qui lève l'immunité. On dit bien le bureau de la Chambre. Non, je parle des immunités dans leur généralité. Dans leur globalité, on va prendre d'abord l'immunité familiale, l'immunité diplomatique. Non, pas déjà du pour tout. l'immunité parlementaire, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Et pour les autres immunités? L'immunité familiale, non, c'est une immunité absolue. La loi l'institue, c'est une cause qui empêche la condamnation pénale. Alors, oui. parlons de l'immunité parlementaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de flagrant délit. Oui. On se voit, on se comprend. L'actualité, parce que si nous donnons ces thèmes-là, si nous sommes à Matin Bonheur, c'est parce que nous épousons avec la rédaction en chef tout ce qui se passe dans notre société. Nous regardons un peu tout. Vous savez, nous savons qu'il y a un souci ici. Et concrètement, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, si c'est avéré qu'un membre du Parlement, on va dire ça comme ça, un honorable, a eu un comportement ou bien il y a eu un souci, comment ça se passe pour qu'on arrive au processus de levée de l'immunité, par exemple? Non, il n'y a pas de processus de levée de l'immunité dans le cadre de l'infraction flagrante qualifiée délit. Une fois que c'est flagrant, c'est direct. Non, c'est une infraction qualifiée. Le Code de procédure civile a institué, a bien réglementé ce qu'on entend par infraction flagrante. Il y a l'infraction flagrante, l'infraction qui vient de se commettre, ou qui, dans un temps très voisin de l'action, l'auteur de l'infraction est retrouvé avec des indices qui font croire qu'il a participé à l'infraction. Ou bien la personne est poursuivie par la clameur publique. Comme dans le quartier, souvent on entend des gens crier voleur, voleur. C'est la clameur publique qui poursuit la personne, qui montre que l'infraction vient de se commettre. Mais l'infraction est flagrante. Donc il y a l'infraction flagrante, est qualifiée infraction flagrante, ou bien est aussi soumise à la procédure de flagrant délit. Ça, c'est la procédure de flagrant délit, ça n'a rien à voir. Donc l'infraction flagrante, c'est l'infraction pour monsieur tout le monde, c'est l'infraction qui s'est commise tout de suite. Ou bien c'est l'infraction qui, même si elle a été commise depuis un certain temps, est constatée sur réquisition du propriétaire de la maison là où elle a été commise. Ou bien si, lorsque l'enquête préliminaire commence, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin parce que soit des aveux ou ainsi de suite. Mais pour ce qu'il faut retenir en principe pour tout le monde, quand on entend « je te prends en flagrant délit », ça veut dire que c'est l'infraction qui se commet tout de suite. Alors, dans le cas d'espèces que vous connaissez à travers les journaux, comment comprendre ça? Quand on me dit à travers les journaux, je suis un peu dérangé. Nous sommes loin du dossier. Nous sommes loin du dossier. Là, il y a la présomption d'innocence que nous respectons. Mais je veux dire, si on veut prendre un peu la physionomie, je serais à l'aise. Il y a eu un fait en ville devant des jeunes, devant des personnes. Il y aurait eu un fait devant des jeunes. Il y a eu donc un incident. Il y a eu une action. Ce schéma-là, comment on l'explique? Ce que vous dites, vous le détenez des journaux ou bien vous le détenez en tant que témoin? Donc, c'est justement pour ça qu'on dit que j'ai dit que nous avons des infos à travers les journaux, nous sommes loin du dossier. J'ai besoin de préciser ça. Vous savez, devant les juridictions, devant la Cour africaine des droits de l'homme, lorsque vous allez introduire une action, dès lors qu'elle revient, dès lors qu'elle est constatée, elle n'est constatée que par des copies de journaux, cette action est irrecevable. Oui, nous savons. Parce que ce que l'article du journal dit n'est pas toujours ce qui est. On est devant ça. Pas toujours. Donc, ce qui fait que lorsque moi j'ai pris l'habitude de me prononcer sur les dossiers dont j'ai une connaissance parfaite. Mais étant loin de ce dossier, et puis ce dossier étant en cours, permettez que je ne sois pas vraiment outillé pour vous donner une définition, une réponse assez à l'aise, assez claire dans cette affaire. Je prends un exemple concret. Là, maintenant, vous prenez l'exemple. Ce n'est pas l'exemple... oui, non, voilà, sur le plateau, là, nous sommes sur le plateau. Là, maintenant, c'est virtuel. Un exemple virtuel, parce que nous sommes en télévision. Alors, un député, donc, dans une boîte de nuit, en pleine altercation, donne un coup de tête à quelqu'un. Alors là, il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu que le député s'est énervé, il a donné un coup de tête. Concrètement, il y a un flagrant délit.
Oui, concrètement, l'infraction est flagrante. L'infraction est flagrante. Maintenant, s'il faut la qualifier de délit, il a donné un coup de tête. Moment, comment ça se passe? Voilà un schéma virtuel. La personne qui a subi le coup peut porter plainte. D'accord. Oui, la personne qui a subi le coup peut porter plainte. Et en fonction des circonstances, on verra si elle rentre dans le cadre que la loi a institué pour que cette infraction soit qualifiée flagrant délit. Quelles circonstances encore? Il y a un flagrant délit, il y a des témoins. Non. Vous attendez quoi encore comme circonstances? Ce qui est intéressant, le droit a ses canevas. Et les juristes les connaissent. Et en général, le commun des mortels n'a pas toutes les ficelles, n'a pas tous les éléments. C'est pourquoi souvent, lorsque une qualification est faite par la foule, c'est l'avocat qui parle. Une qualification peut être faite par la foule. Mais après, imaginez-vous, l'infraction se fait. On pense que c'est un délit. Et après, on dit non, que la personne qui a été frappée est décédée. Ça devient une infraction criminelle. En ce moment, lui, si les poursuites sont arrêtées, qu'on demande l'autorisation de l'Assemblée nationale, on leur dit, mais il veut étouffer l'affaire. Maintenant, les circonstances permettent à un moment donné de se déterminer. Par la suite, on se détermine, ainsi de suite. Donc, il est très souvent difficile, et je dirais même il est hasardeux et parfois imprudent de vouloir donner de façon exhaustive des solutions définies et définitives à des situations virtuelles, comme vous le dites. En matière de droit. Parce que c'est pourquoi nous, si vous avez constaté, lorsque je donne mes avis, ce sont des avis fondés sur des éléments précis dont je dispose. Mais lorsqu'il faut rentrer dans le cas virtuel, permettez que le droit ne s'accommode pas avec le virtuel. D'accord. Donc, en cas de flagrant délit, on vous attrape, il y a un délit qui est commis. Voilà, en cas d'infraction flagrante, qualifiée délit. Oui. Dès qu'on vous saisit, qu'est-ce qui se passe? On porte une plainte, on fait une enquête de flagrance en ce moment. Le Code de procédure pénale institue ce qu'on appelle l'enquête de flagrance. Et cette enquête-là donne des pouvoirs à l'officier de police judiciaire de faire des constatations, de faire des gardes à vue et puis de transférer tous les dossiers devant le procureur lorsque la procédure est finie. Maintenant, quand le procureur arrive sur le procureur a une appréciation. Soit le procureur décide de poursuivre, parce qu'il a l'opportunité de poursuite. Soit il décide de poursuivre, soit il décide de ne pas poursuivre. S'il décide de ne pas poursuivre, il classe la procédure sans suite. S'il décide de poursuivre, il regarde, est-ce que c'est vrai? La police a dit que c'est une infraction flagrante. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres indices, d'autres éléments qui peuvent faire croire qu'il faut rechercher autre chose? Dans ces conditions-là, s'il n'y a pas cela, il peut passer la procédure en procédure de flagrant délit. En ce moment, la personne doit être jugée dans les 15 jours qui suivent, le maximum. Elle peut être jugée le même jour, le lendemain, ainsi de suite, par les 15 jours qui suivent, au maximum. Pour ne pas que le délai, si le délai passe, en ce moment, la personne ne peut plus, ce n'est plus la procédure de flagrant délit, ou bien il décide d'ouvrir une information judiciaire. Voilà comment ça se passe. D'accord. À quel moment, à la police, on décide de vous garder? Au moment où il y a des indices concordants qui font planer sur vous. Comme par exemple? Comme que des éléments, par exemple, on vous a vu avec les éléments du délit, le corps du délit. Ou bien on vous a vu participer à la risque qui a conduit à l'enquête. Ou bien on vous a vu, vous en avez les traces visibles. Ou bien si c'est un accident de la circulation qui vient de se produire. C'est des exemples virtuels là que vous citez. Non, ce sont des exemples concrets, ce n'est pas virtuel. Oui, concrets, mais qui... Lorsque vous avez le corps du délit en main, ou bien vous avez des traces sur vous qui font croire que vous avez participé au délit. Ou bien vous êtes un des participants actuels qu'on vient de prendre sur les faits. Mais la période, elle a bien posé la question, à quel moment on décide de vous garder? La période de la garde à vue n'est pas très bien réglementée dans notre code actuel. C'est dans le code dont j'ai parlé la dernière fois, qui décide que dès lors que la personne met les pieds dans le commissariat, la période de garde à vue commence, si elle doit être gardée à vue. Parce que, imaginez-vous, souvent il y a des personnes qui arrivent, on ne leur dit pas que vous êtes en garde à vue. Oui. Elles attendent, Et on des ne fois, leur ça dit dépasse rien. le cadre. Et quelquefois, ça dépasse les 48 heures. Bon, ça n'a pas dépassé les 48 heures, mais après, au moins, on lui notifie la garde à vue, il a déjà fait 20 heures. Donc, pour vous dire que ça aussi, il peut y avoir des abus. C'est pourquoi il faut que la loi, heureusement le code qui a été fait, dont on attend la promulgation certainement dans les jours à venir, a prévu que dès lors que la personne met pied, si la personne doit être gardée à vue, on regarde l'heure, dès qu'elle met les pieds dans le commissariat, si elle est gardée après, on fait rétroagir l'heure de sa garde à vue à partir de l'heure où elle est rentrée, elle a mis le pied dans le commissariat ou bien dans l'unité de gendarmerie. Mais il faut que des indices concordants. C'est-à-dire la garde à vue ne doit pas être un élément utilisé pour intimider non plus. Parce que s'il s'avère que ce que les gens ne savent pas toujours, quand il y a une garde à vue abusive, on peut poursuivre l'officier de police judiciaire qui s'est adonné à cette garde à vue abusive. C'est pourquoi il est nécessaire
d'être toujours accompagné d'un avocat ou bien d'informer un avocat qui suit la procédure. S'il savait qu'il y a des abus, on n'hésitera pas à entamer les poursuites nécessaires. Ce qu'il faut retenir également, donc, maître, je parle sous votre couvert, donc l'immunité, ce n'est pas un bouclier tout risque. Non, l'immunité n'est pas un bouclier tout risque. On peut avoir une immunité, oui, une immunité, quelle qu'elle soit, mais quand il y a flagrant délit, pour le cas des parlementaires. Pour le cas des, voilà. Mais sinon, il y a des immunités totales. Pour le grand médiateur, il y a une immunité totale. Voilà. Pour les avocats, dans l'exercice de leurs fonctions, il y a une immunité totale. Les diplomates, il y a une immunité totale. Oui. Et la famille, il y a une immunité totale. Et pour le président de la République, il y a une immunité? Non, le président de la République ne passe même pas devant les juridictions ordinaires, c'est devant la haute cour. Donc, la haute cour le vice-président, le premier ministre? Non, le vice-président, le premier ministre, les membres du gouvernement, il y a une procédure spéciale. Il y a une juridiction spéciale qui s'occupe de l'eau. Oui, il y a une procédure spéciale qui est instituée. Le président de la République, lui, ne passe même pas devant les juridictions ordinaires. Donc, pour lui, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ce sont les immunités parlementaires, voilà comment il faut la comprendre. Mais il y a l'immunité totale, comme je dis, l'immunité des avocats pendant la prise de parole, l'immunité de l'écrit et des paroles dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, bon, il y a une nouvelle immunité, le grand médiateur. Tout le monde ne le sait pas. Il joue d'une immunité totale. Le grand médiateur de la République. De la République. C'est l'article 168 de la Constitution qui l'institue. C'est déjà fini. Ça passe tellement vite au niveau de la thématique quand c'est intéressant. Avec Maître Koné Kiobien, je rappelle, aujourd'hui nous parlions de l'immunité. Qu'est-ce qu'on appelle l'immunité? Combien de types d'immunité distincts? Donc qui peut bénéficier d'une immunité? Pourquoi obtenir donc l'immunité parlementaire, l'immunité des diplomates, l'immunité vraiment dans l'immunité familiale? Voilà, c'est un thème assez intéressant et il fallait que Martin Bonheur apporte sa petite pierre à l'édifice de compréhension des uns et des autres. Nous garantissons une immunité parce que nous sommes à votre service très tôt le matin.